Bien, bonjour. Je vais cette fois-ci aborder le sujet annoncé sur le site. Pourquoi migrer? C'est ce qu'on appelle, chez les spécialistes des migrations, la théorie des migrations. Les auteurs anglo-saxons parlent de migration theory, theories of migration, pour désigner le traitement de la question de savoir ce qui pousse à migrer. Pourquoi les gens migrent-ils? Quels sont les ressorts internes, externes, micro, macro, etc. de la migration? Alors, à cette question d'apparence simple, il existe déjà dans les discours communs, dans le débat public, il existe déjà des réponses toutes faites, qui sont assez complexes en réalité. Et ces réponses sont de nature très disparate et elles peuvent elles-mêmes porter la trace de théories savantes un peu anciennes. Par exemple, une des plus courantes consiste à dire que les migrants sont poussés par la misère, ils sont attirés par les richesses supposées des pays du Nord, ce qui n'est pas faux, évidemment, toutes choses égales par ailleurs, mais dans le discours public, voire politique, ça se transforme parfois dans une version assez particulière qui est la quête de l'Eldorado. C'est une expression qui est extrêmement utilisée, mais qu'en général on utilise sans trop y réfléchir. Et ce modèle, donc, souligne à la fois l'existence de facteurs répulsifs dans le pays d'origine, c'est ce qu'on appelle en anglais les push factors, et l'existence de facteurs attractifs, évidemment, à l'autre pôle de la migration, les pull factors. Donc c'est un modèle logique. La migration internationale a pour principal ressort dans ce modèle les écarts de revenus, différentiels de rémunération, comme on dit parfois, ou de richesse qui séparent les régions, qui séparent les pays. Et cette théorie, d'ailleurs, vaut aussi bien pour les migrations internes que pour les migrations internationales. Mais évidemment, la métaphore de l'Eldorado, elle va au-delà de ce modèle push-pull. Elle véhicule une critique, finalement, du comportement des migrants. Un, ils convoitent nos ressources. Deux, ils surestiment l'ampleur de ces ressources, en semblant croire qu'elles sont illimitées. Et trois, leur appétit démesuré constitue donc une menace pour notre stock limité de ressources. Alors, soit dit en passant, l'Eldorado, c'est un modèle occidental, c'est un mythe occidental. Les Amérindiens, voyant la soif de richesse qui dévorait les conquistadors, avaient compris qu'il valait mieux les détourner vers une contrée plus lointaine, c'est la troisième montagne à gauche là-bas. Et donc, la fièvre, la quête de l'Eldorado, c'est la fièvre de l'or, c'est la migration, c'est la ruée vers l'or. On a des exemples historiques de migrations qui sont effectivement attirées par la quête de l'or. À la fin du XIXe siècle, la ruée vers l'or de Californie a été le premier facteur, le premier épisode qui a attiré des migrants chinois. Des migrants dans certaines provinces chinoises avaient entendu parler de l'existence de mines d'or en Californie et certains se sont déplacés là-bas et c'était un des débuts de la migration chinoise vers les États-Unis. Donc, il y a du mythe là-dedans, il y a des bouts de réalité, enfin, c'est déjà assez compliqué. Alors, les protagonistes du débat public qui utilisent cette expression, évidemment, veulent suggérer par là que la migration venue du Sud repose sur une croyance, au fond, illusoire, qu'elle relève du mirage, une convoitise déraisonnable, voire irrationnelle. Et la raison, par conséquent, impose de dissiper l'illusion. Et je me souviens d'une interview de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris. J'ai peut-être déjà raconté cette anecdote. À l'époque où Sangatte était encore en plein essor, je vais aller demain à Sangatte expliquer aux migrants que l'Angleterre n'est pas l'Eldorado, textuellement. Alors, je ne sais pas si son plaidoyer n'a pas été très convaincant, semble-t-il. Mais c'est là un exemple, parmi d'autres, parmi bien d'autres évidemment, des représentations communes qui circulent sur la migration et ses ressorts. Et elles doivent souvent leur force au fait qu'elles pointent du doigt des réalités indéniables, en l'occurrence l'existence d'écarts de richesse qui alimentent le désir de migrer, mais aussi la détention d'une information imparfaite sur les opportunités réelles du pays de destination, et ce sont là deux questions tout à fait centrales dans la théorie des migrations. Et en même temps, ces représentations communes sont assorties d'un jugement de valeur souvent expéditif sur le comportement ou les motivations des intéressés.
En l'occurrence, on leur prête un comportement qui est à la fois intéressé et irrationnel, ce qui est évidemment problématique. On sort du modèle économique, selon lequel le migrant voudrait tout simplement améliorer ses chances en plaçant ses atouts sur un meilleur marché. Ça, c'est la théorie économique. Et on saute dans un modèle plus anthropologique ou psychologique, beaucoup plus sommaire, celui d'un appétit démesuré, voire irrationnel, pour nos ressources qui sont en quantité finie. Alors, la théorie classique postule que l'intérêt mène le monde et que l'organisation des marchés permettra de satisfaire chacun, les intérêts de chacun, mais l'image populaire de l'Eldorado, évidemment, suggère autre chose, elle suggère l'idée d'une autre forme de lutte pour l'accès aux ressources, et cet entremêlement d'hypothèses réalistes et d'imputations sauvages vient singulièrement compliquer l'élaboration d'une théorie des migrations. Alors, pour le dire autrement, la théorie des migrations interagit avec ce que l'on appelle en sociologie la théorie de l'action. La théorie de l'action, c'est un questionnement simple. Qu'est-ce qui fait courir les gens? Qu'est-ce qui nous fait courir? Agissons-nous, avons-nous le choix d'abord? Ou est-ce que nous sommes le jouet de forces qui nous dépassent? Agissons-nous par conformisme, par habitude, par intérêt, par devoir, en vertu d'un certain nombre de principes, en suivant un certain nombre de valeurs? Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose pour rien, de faire quelque chose par amour, par exemple, etc. Donc ça, c'est les questions de ce qu'on appelle la théorie de l'action. Et cette question se pose d'ailleurs pour tous les acteurs du phénomène migratoire. Alors je vais faire une petite digression là-dessus, pas seulement les migrants. Qu'on se souvienne des multiples commentaires qui ont circulé dans la presse pour tenter d'expliquer le comportement d'Angela Merkel, le comportement inouï, puisqu'elle annonce solennellement à la fin du mois d'août 2015 que l'Allemagne était prête à accueillir 800 000 demandeurs de refuge. Tout a été dit sur ses motivations, les valeurs chrétiennes d'une fille de pasteur, ça a été écrit par pas mal de commentateurs, sensibles donc à la détresse des migrants, au fond l'esprit de charité, qu'elle a d'ailleurs elle-même validé, parce que devant le congrès de son parti 15 jours après, elle a expliqué que les migrants n'étaient pas des migrants, mais que c'était des personnes et qu'ils étaient tous enfants de Dieu. Ce genre d'argumentaire qui, évidemment, serait impensable devant un parti, au congrès d'un parti politique français. Donc, elle a validé, entre autres, l'interprétation qui est que, oui, il y avait une urgence humanitaire à laquelle il fallait répondre grâce à des valeurs chrétiennes. Alors, il y a eu d'autres explications qui développent un peu ça. Au fond, la volonté de rendre à l'Allemagne son magistère moral, la fameuse compensation ou réparation morale, la Wiederaufmachung. Il y avait aussi, par ailleurs, de toutes autres explications qu'on trouvait plutôt dans les journaux économiques. Alors, la volonté de puissance de l'Allemagne, affirmer l'hégémonie de l'Allemagne en Europe, la volonté de satisfaire les besoins des entreprises en main-d'œuvre, la claire conscience qu'elle avait de l'état désastreux de la pyramide des âges allemande, avec, parce que c'est un pays qui a plus de décès que de naissances depuis de longues années, et que, normalement, selon les projections de l'ONU, l'Allemagne devrait perdre un tiers de sa population d'âge actif dans les 50 prochaines années. C'est quand même ça que... Donc, l'utilitarisme démographique, si vous voulez, en quelque sorte. Les migrants utilisables comme ressources pour compenser, pour boucher les trous de la pyramide des âges. Le remplacement, finalement. Et puis, il y a aussi l'inconscience. Elle est folle. C'est de la folie. Ça, c'est une explication qui est quand même très courante et à laquelle on a souvent recours pour expliquer les choses. Explaining away, disent les Anglais. Expliquer pour expédier la véritable recherche des causes. Donc le catalogue des motivations imputées à la chancelière par les éditorialistes a couvert tout l'éventail des possibles. Des motivations les plus personnelles aux plus politiques et les plus utilitaristes aux plus désintéressés. A-t-elle agi en tant que chrétienne, en tant que chef d'État, en tant que chef économiste de la Maison Allemagne? A-t-elle simplement réagi dans l'urgence? Ou s'est-elle laissée guider par une vision à long terme? Il n'est pas sûr que la lecture de ces discours du moment nous livre la clé recherchée, d'ailleurs pas plus que la lecture des mémoires que peut-être elle rédigera un jour et qui n'auront sans doute pas la même allure ni la même couverture que celle de Michelle Obama. Alors, nous pressentons que
Plusieurs clés d'interprétation sont possibles, mais peut-être pas au même degré et pas au même moment, finalement, dans la prise de décision, parce qu'on peut aussi changer de motivation en cours de route. Et si vous allez, comme ça m'arrive parfois, dans des réunions d'organisations humanitaires et que les gens s'interrogent sur la motivation, mais souvent la motivation première pour aider les migrants, par exemple, ça a été effectivement la compassion, ça a été la capacité à se mettre à la place d'autrui, ça a été des considérations de ce genre, et puis ensuite, il y a un approfondissement des motivations, et ça peut devenir quelque chose de beaucoup plus collectif ou à long terme. Voilà. Alors, l'exemple d'Angela Merkel est un peu déplacé ici, puisqu'évidemment, il s'agit de la décision d'accueil prise par un chef d'État, alors que la théorie des migrations dont je voulais parler a pour objet d'éclairer les motivations des personnes qui songent à migrer. Mais je voulais simplement montrer combien est limitée notre capacité à imputer à autrui des motifs ou des mobiles. Il ne faut jamais sous-estimer cette difficulté. Maintenant, à y regarder de près, je perçois un lien. La décision de migrer peut évidemment dépendre de l'information qu'on a sur la volonté d'hospitalité, le niveau d'hospitalité d'un pays comme... et évidemment, si un grand pays comme l'Allemagne se déclare ouvertement prêt à vous accueillir, ça peut être une incitation à migrer. On sait que nombre d'exilés syriens qui étaient parqués dans les camps de Turquie, à la frontière syrienne, ont emprunté la route des Balkans en réagissant au message d'Angela Merkel. Et après 3 ans de crise migratoire, nous savons maintenant que les Syriens ont représenté seulement 3% des demandes d'asile déposées en France, contre 33% de celles déposées en Allemagne. Donc il y a eu un effet non seulement lié à l'attractivité du pays, mais aussi évidemment à la volonté d'hospitalité qui a été affichée. Parce qu'évidemment, il n'y a rien eu d'équivalent au discours d'Angela Merkel du côté de François Hollande. Alors, on ne peut pas s'étonner que la décision de partir pour un pays donné soit sensible au niveau d'hospitalité affiché par les autorités du pays. Voilà, donc c'est un élément de plus à intégrer dans la théorie des migrations. La politique migratoire des États, évidemment, peut avoir des effets incitatif ou dissuasif sur la décision de migrer. Et comme le dit mon ami James Holyfield, l'État compte, state matters. Il a dit ça en réagissant aux théories de la migration qui, en fait, prophétisaient depuis 2 décennies l'effacement progressif des États. Et ça peut paraître évident aujourd'hui, mais longtemps, et pour des raisons que j'exposerai le moment venu, les théories disponibles sur les ressorts de la migration ont vraiment fortement minimisé le rôle des États, et pour certaines, elles ont même théorisé leur effacement, en expliquant que finalement la migration se jouait dans une sorte de jeu global, transétatique, par-delà les frontières, un jeu mettant face à face, d'un côté, le migrant victime déraciné par la mondialisation, mais qui est en même temps le migrant stratège capable de déjouer les contrôles de l'État, se jouant des frontières pour aller offrir à bas prix sa force de travail, dans une espèce de ruse de l'histoire assez particulière. Et puis, de l'autre, en face, les acteurs supranationaux de la globalisation, les multinationales notamment, grands utilisateurs de cette main-d'œuvre flexible et vulnérable, et puis suffisamment habiles en même temps pour doter les migrants des outils qui vont faciliter la migration. Transport low cost, circulation en ligne instantanée des informations, mise en réseau des diasporas, etc. Donc ces théories, et là on peut attacher à ces théories le nom de Saskia Sassen, dont j'exposerai en détail le moment venu les différents développements, ces théories évidemment ont pris du plomb dans l'aile depuis la crise européenne des migrants surgie à l'été 2015, puisque une des leçons à retenir de cette expérience massive, c'est le constat que l'État reste malgré tout, s'il n'avait jamais cessé de l'être, reste un acteur absolument clé dans le déclenchement des migrations et dans la régulation des migrations, en tout cas des migrations extraordinaires, les migrations de refuge. Et je ne cesse de le rappeler, je l'ai encore redit hier dans un entretien au quotidien Le Monde, les pays européens affichent des écarts considérables de 1 à 700 dans le nombre de décisions positives rendues en faveur des demandeurs d'asile quand on les mesure bien, c'est-à-dire proportionnellement à la population, par million d'habitants
du pays hôte, de 1 à 700. Ce sont des écarts absolument énormes qui montrent que la variable État, évidemment, joue un rôle considérable. Oui, les États comptent à tous les stades du processus migratoire et manifestement, ils ne sont pas prêts de lâcher prise. Or, l'action de l'État, qu'il s'agisse de traiter les candidatures au séjour ou les demandes d'asile, consiste précisément à classer les candidatures par motif, par catégorie de titres, et en triant les motifs légitimes, les motifs illégitimes. Les administrations d'État développent elles-mêmes une théorie des migrations en actes. Quand elles classent les migrants par titre, par catégorie de titres de séjour, et quand elles tentent, en analysant les récits de persécution des demandeurs d'asile, de vérifier si les mobiles individuels cadrent avec les motifs officiels légitimes. Est-ce qu'on a été vraiment personnellement persécuté? Est-ce que vos proches ont été vraiment menacés? Est-ce qu'on a vraiment milité, etc. Est-ce qu'on n'utilise pas la procédure à d'autres fins? Voilà. Donc, le sondage des motivations est quelque chose de fondamental maintenant dans l'action de l'État quand il doit traiter des candidatures à l'asile ou même des candidatures au séjour. Par exemple, on vérifie si le conjoint qui veut se rapprocher a vraiment une vie maritale. Est-ce que vous vous aimez vraiment? Enfin, il y a des signes d'amour qui peuvent être utilisés dans la preuve requise de la vérité, de la réalité de la vie maritale, par exemple, dans les rapprochements de conjoints. Alors, je reviendrai aussi sur le fait que l'analyse des mobiles vient également de s'étendre aux citoyens et aux collectifs qui apportent une assistance aux migrants. Est-ce qu'ils agissent dans un but lucratif ou désintéressé? Est-ce qu'ils agissent au nom d'un idéal d'assistance humanitaire ou pour contrer la politique gouvernementale dans un but militant? Là encore, voilà un domaine. On le voit finalement dans le domaine des migrations, tous les acteurs en présence, en fin de compte, tentent de sonder les intentions d'autrui, d'agir en conséquence, et les chercheurs, finalement, ont leur propre, font partie de ces acteurs qui essaient de comprendre les intentions d'autrui. Alors, cessons maintenant de tourner autour du pot et voyons comment les chercheurs en sciences sociales ont cherché à analyser les ressorts des migrations. Et je vais pour cela procéder en deux temps. Dans un premier temps, je vais examiner les théories des migrations qui ont été inventoriées dans les années 90 par le comité Massey. Je vais vous expliquer de quoi il est question, en incluant dans cette revue d'ailleurs les résultats des expériences de terrain qui ont permis de tester les différentes théories, car il y a eu des tentatives intéressantes évidemment pour essayer de hiérarchiser les théories, de valider leur degré, leur capacité à prédire la réalité. Après quoi, j'analyserai les théories qui ont surgi depuis le comité Massey, parce que le comité Massey, c'est les années 90, et je conclurai par les théories ou les semi-théories que certains chercheurs ont élaborées tout dernièrement pour rendre compte notamment de la crise migratoire récente. Alors il nous faudra évidemment plusieurs séances pour effectuer l'ensemble de ces examens. C'est un peu l'objet du cours de cette année. Alors commençons par les travaux du comité Massey. C'est une initiative de l'Union internationale des démographes. Il existe depuis les années 20 une union internationale, l'UIESP en français, IOSSP en anglais, qui réunit les démographes du monde entier. Il se trouve d'ailleurs qu'elle a son siège à l'INED, à Paris, mais le plus grand groupe d'adhérents, c'est les Américains, suivi des Indiens. Il y a une longue tradition statistique et démographique en Inde. Et ensuite, les Français et évidemment la plupart des pays européens. Donc c'est une union très, très active, toujours aujourd'hui encore, qui est vraiment mondiale. Et elle a, de 1991 à 1996, elle a mis sur pied un comité qui a été extrêmement actif sur les migrations sud-nord. C'est le nom de ce comité, dont la présidence a été confiée à Douglas Stephen Massey. Alors Douglas Massey, c'est vraiment un personnage absolument central dans les études de migration à l'échelle mondiale. C'est une référence incontournable. J'en parlerai assez souvent. Il a été professeur, il a été formé à la démographie à l'université de Pennsylvanie, à Princeton d'abord, il a exercé à Pennsylvanie, il a exercé à
à Chicago, et ensuite il a terminé sa carrière à Princeton, et il vient de prendre sa retraite de Princeton. Donc, de 91 à 96, Douglas Massey, qui était alors professeur à Chicago, était connu parce qu'il s'était affirmé comme l'un des grands spécialistes de la migration mexicaine aux États-Unis. Et les publications qui avaient fait sa réputation dans le domaine migratoire avaient ceci de particulier, ce qui était vraiment rare à l'époque, qu'elles étudiaient la migration depuis le pays de départ et non pas depuis le pays de destination. Parce qu'évidemment, la facilité, c'est normal, c'est d'étudier les migrants autour de chez soi, c'est de regarder l'origine des gens, c'est d'explorer le recensement, les enquêtes, etc. Et la grande majorité des travaux qu'on a effectués sur les migrations, c'est les migrations, évidemment, au lieu d'arrivée, au pays de destination. Massey n'a pas fait ça, il a consacré l'essentiel de son énergie à étudier la migration mexicaine depuis le Mexique. Et on lui doit notamment le MMP, le Mexican Migration Project, qui n'a cessé de grandir au fil des ans et qui, à l'heure actuelle, est une sorte d'observatoire avec des tentatives d'échantillonnage. Enfin, c'est assez compliqué de savoir dans quelle mesure cet échantillonnage est vraiment représentatif. Il a fait des contrôles ex post, mais disons qu'il y a des discussions là-dessus. Mais enfin, au total, 150 communes qui d'abord étaient réparties dans le nord-ouest mexicain face à la Californie et que peu à peu, il a essayé d'étendre sur l'ensemble du territoire mexicain. Et vous voyez qu'il a ajouté à cette enquête, qu'il a régulièrement interrogée pour tester les différentes théories des migrations, il a ajouté à cette enquête un échantillon de ménages mexicains installés aux USA, mais qui est en fait essentiellement un petit échantillon de contrôle, un échantillon témoin. Donc voilà l'œuvre de Massey, que Massey avait déjà commencé à élaborer quand il a été nommé président de ce comité des migrations nord-sud en 1991. Et donc, alors il a ensuite d'ailleurs, je vous le signale au passage, bâti un observatoire des migrations latino-américaines sur l'ensemble des pays latino-américains, plus ambitieux, mais qui quand même a moins bien marché que le Mexican Migration Project, qui est plus facile à maîtriser. Donc, parce qu'effectivement, le privilège qu'on accorde de facto aux études de migration dans les pays de destination soulève un problème de fond et de méthode. C'est un peu, vous savez, comme est-ce qu'on fait des généalogies ascendantes ou des généalogies descendantes? Les deux ont leurs défauts et il faudrait faire en principe les deux pour essayer de compenser les défauts de l'une par les qualités de l'autre. Eh bien, on a le même problème quand on étudie la migration. Il y a des biais de sélection quand on travaille sur les pays de destination, et il y a des biais de sélection quand on travaille uniquement sur les pays de départ. On n'est pas très attentif aux biais de sélection ou aux biais d'observation que l'on subit quand on interroge, par exemple, les Mexicains installés aux États-Unis ou les Marocains installés en France, pour prendre un exemple. Parce qu'évidemment, c'est le moyen privilégié de retracer l'expérience de la migration, de décrire les conditions de vie des immigrés. On peut décrire ainsi leur insertion, leur intégration dans la société ambiante. On peut décrire aussi les liens qu'ils entretiennent avec la société d'origine. On peut s'intéresser au sort de la seconde génération si l'échantillonnage a été tiré en conséquence. En revanche, demander aux migrants pourquoi ils ont migré vers les États-Unis ou vers la France, ça n'apportera qu'une réponse partielle, qu'une réponse partielle et biaisée à la question soulevée par la théorie des migrations. Quelles sont les forces ou les raisons qui poussent les Mexicains ou les Marocains à migrer ou à ne pas migrer? Sachant que, je le répète à chaque fois, les migrants, ça n'est jamais qu'une minorité. Il n'y a que même pas 5% de la population mondiale à migrer. Et donc, une théorie des migrations doit être capable d'être une théorie aussi de la non-migration, si elle veut vraiment être complète. Et pour ça, il faut partir du pays de départ. Et il faut suivre les gens au fil du temps. Et c'est ainsi que Massey a procédé. Voilà, donc je ne vais pas entrer en détail dans le montage de ces enquêtes, c'est un sujet dans lequel nous parlerons un jour, enfin, dont nous parlerons un jour. Ce que je voulais simplement dire, c'est que Douglas Massey était parfaitement conscient du biais qui affecte les études centrées sur les pays de destination, et donc cela lui donnait un avantage certain, c'est une des raisons pour lesquelles il a été choisi,
pour présider ce comité, un avantage certain pour étudier les théories explicatives des migrations depuis les pays de départ. Alors, son comité a mobilisé des chercheurs de plusieurs disciplines, ça c'est le grand intérêt du comité Massey, démographie, géographie, sociologie, économie. On s'est aperçu après coup que ça aurait été bien aussi d'avoir de la science politique, mais la science politique n'était guère représentée dans cet ensemble, et cela suscitera des discussions par la suite. Alors, à l'époque, donc entre 91 et 93, armé d'une toute une équipe, Massey a répertorié quelques 900 publications depuis les années 60, et le comité a livré une très vaste revue des théories de la migration internationale et aussi a essayé, dans une moindre mesure, de présenter une évaluation empirique de leur pertinence. Et aux yeux de Massey, il a répété à plusieurs reprises par la suite, il a publié plusieurs comptes rendus de cet état de l'art. Il s'agissait vraiment de faire une revue exhaustive de toutes les théories disponibles, couvrant les systèmes migratoires du monde entier, dans toutes les publications et dans toutes les disciplines. Donc c'était extrêmement ambitieux. Alors, son travail, le travail du comité Massey, s'est soldé par une imposante batterie d'articles, dont le plus connu est paru en 1993 dans la revue Population and Development Review, qui est la revue du Population Council, cette association privée qui conseille les grandes agences américaines et les grandes organisations américaines pour le placement de leur argent dans les projets de développement. Et cet article, vous voyez, a eu quasiment 6000 citations. Alors évidemment, il est ancien, hein, donc les citations sont mieux, enfin 6000 citations, c'est un des articles de démographie les plus cités dans la profession. Et donc, il a eu une influence considérable. Et puis, un livre est venu couronner le tout en 1998, Worlds in Motion, donc la même équipe, et c'est la collection à Oxford de l'Union internationale des démographes, et c'est le best-seller des très nombreux livres qu'a publié l'Union internationale des démographes. Donc il y avait vraiment un besoin de pouvoir théoriser, de se référer à des modèles explicatifs de la migration dans toutes ces années-là. Alors Massey sera ensuite nommé professeur de sociologie et de démographie à l'université de Pennsylvanie, qui est c'est l'université qui abrite un des 7 ou 8 grands centres de démographie aux États-Unis, et il va encore publier d'autres versions du travail de son comité, et j'utiliserai moi pour ma part une synthèse « Why does immigration occurs? A theoretical synthesis ». Pourquoi l'immigration survient-elle? Une synthèse théorique qu'il a publiée dans un manuel, le Handbook of International Migration, qui a été publié en 1999 par la fondation Russell Sage. Voilà. Pourquoi ce choix? C'est parce que c'est une des dernières versions que Massey a présentées de cet état de l'art sur les théories des migrations, et qu'il a essayé de tenir compte dans cette synthèse de certaines critiques qui étaient survenues entre-temps, notamment la faible présence de la science politique dans sa revue de l'art, et donc du coup la quasi-absence de l'État dans sa revue des théories. Bon, je signale qu'on trouve évidemment dans la littérature d'autres synthèses sur les théories des migrations. Alors là, je n'ai pas affiché les noms sur une diapositive. Enfin, Anja Zlotnik en 2003, Holyfield, 3 éditions successives d'un livre qui s'appelle Migration Theory depuis 2000. Et puis, il y a le grand manuel de démographie qui est actuellement le manuel le plus répandu au monde, qui est Castles, De Haas et Miller. Voilà, mais on trouve aussi de très bons exposés en français, et Flore Gubert, qui est économiste à Paris-Dauphine, a publié un article en 2010 qui est accessible en ligne sur les raisons de migrer. Donc on a, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tous respectent le même canevas, ils respectent tous la même présentation des théories dans l'ordre qui a été choisi par Massey. Massey a eu un effet très structurant sur la façon de se représenter les théories des migrations, et ça pose d'ailleurs un problème. Donc je vais reprendre le dernier exposé que Massey a rendu disponible. Il mérite un examen attentif, et on va essayer de voir en quoi les 20 années écoulées depuis ont pu modifier notre compréhension des migrations. Massey
commence par rappeler la chronologie des grandes vagues mondiales de migration depuis le XVIe siècle. Et quand on regarde déjà ces 3 premières pages de son article, on voit que clairement, c'est le point de vue des États-Unis qui est privilégié. Il y a en fait une vision assez statocentrée, je ne sais pas comment, états-unio-centrée. Et je reviendrai sur cet aspect qu'on appelle le nationalisme méthodologique, qui pose un problème dans les études migratoires. Alors, après cette brève introduction, Massey passe en revue 6 théories explicatives de la migration, qui sont donc celles énumérées ici, sur cette diapositive, et en même temps, j'ai indiqué le nombre de pages qu'il y consacre dans son introduction, parce que ça a dit assez son intérêt. On expédie la théorie économique néoclassique en 2 pages, ça c'est classique, elle sert un peu de repoussoir, c'est un peu la tête de turc des études sociodémographiques de la migration. On montre que, heureusement, ce qui sauve un peu la théorie économique néoclassique, c'est qu'elle a débouché sur une nouvelle théorie économique de la migration qui prend en compte les négociations entre conjoints, le revenu relatif plutôt que le revenu absolu, enfin je vais en parler. Et puis on entre après dans des théories d'un tout autre genre, qui ne sont pas des théories micro, c'est-à-dire des théories du comportement présupposant l'existence d'un acteur rationnel. Là, on entre dans des théories très macro. Il y a la théorie de la segmentation du marché du travail, développée par Michael Piore. Il y a la théorie des systèmes mondiaux. Tout ça, c'est un peu l'idée qu'il y a évidemment une grande force de globalisation qui exploite la main-d'œuvre immigrée, qui exploite sa vulnérabilité et sa fragilité dans un système de partage entre les pays riches et les pays pauvres qui tentent à se perpétuer. Et donc vous avez là dans ces 2 théories une vision très pessimiste ou négative de la migration. Elle va accroître les inégalités, alors que les 2 premières théories, au contraire, reposent plutôt sur l'idée que la migration a un rôle de rééquilibrage et que d'une certaine manière, les migrants, en allant se déplacer, comme le disait Adam Smith, Adam Smith remerciait les pauvres qui avaient la bonne idée d'échapper à la poor law et d'échapper à leur paroisse et qui acceptaient de migrer pour pouvoir rétablir l'équilibre des salaires entre les régions pauvres et les régions riches. Et pour Smith, les régions pauvres, c'était l'Écosse, et les régions riches, c'était l'Angleterre. Donc, déjà des visions très, très différentes. Et puis, ensuite, Massey accorde 9 pages à la théorie du capital social et 5 pages à la théorie de la causalité cumulative, parce que ce sont ces 2 théories à lui. Ce sont les théories qu'il ne cessera de promouvoir pendant des décennies. La théorie du capital social, c'est en gros l'idée que c'est les relations familiales qui permettent d'entretenir, de perpétuer des filières migratoires. Et on va discuter de cette question de savoir si l'expression de capital social est vraiment adaptée. Et puis la théorie de la causalité cumulative, c'est l'idée qu'il y a une boucle de rétroaction, que la migration s'auto-alimente d'elle-même, elle devient une culture de la migration, parce que les migrants qui migrent attirent d'autres migrants, affaiblissent la situation économique de ceux qui restent au pays, etc. Et donc, il y a une sorte d'entretien, de perpétuation de la migration grâce à toute une série de mécanismes qui, en anglais, donc s'appellent la cumulative causation. C'est assez prétentieux comme vocabulaire parce que ça n'existe pas vraiment dans le vocabulaire courant en anglais, mais ça, c'est la théorie de Massey. Donc, Massey va entamer sa revue des modèles migratoires en expédiant le modèle néoclassique. Et ce geste, comme j'avais déjà commencé à vous le dire, va faire école. On trouve la même chose dans le manuel de Castles, de Haas et Miller, qui est pourtant, à mon sens, le meilleur manuel de migration qui existe actuellement, et on va retrouver ça dans à peu près toutes les autres présentations. Alors, Massey explique tout de suite que le modèle néoclassique de la migration, c'est le modèle le plus ancien, mais pour lui, le plus ancien, ça veut dire le plus obsolète et le moins réaliste. Ce modèle existe en 2 versions, une version macroéconomique et une version microéconomique. Dans la version macro, les mouvements migratoires sont engendrés par les écarts géographiques de salaire
Et j'avais commencé à exposer dans la leçon inaugurale ce modèle gravitaire, hein, l'idée qu'il y a deux régions qui peuvent être de taille inégale et que ce qui va s'échanger, ce qui va circuler d'une planète à l'autre, ça va être commandé par les différences de population qui sont comprises comme une approximation des différences d'opportunités, que de l'ampleur et de l'importance des marchés. Et ce sera donc inversement les courants seront inversement proportionnels aux populations en présence et également seront évidemment modulés par la distance. Mais là, je parlerai dans un autre cours de la version proprement géographique de tous ces modèles gravitaires, le modèle de gravitation qui s'est développé un petit peu à part et qui a des origines un peu différentes. Et Massey n'en parle guère, même si dans le volume plus complet, il y a des auteurs qui en parlent. Donc, dans le modèle néoclassique en version macro, il y a des mouvements migratoires engendrés par les différences de salaire entre les différentes régions, la main-d'œuvre excédentaire ou insuffisamment qualifiée tend à migrer vers les régions fortement capitalisées qui souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre. Et les écarts qui persistent après ce mouvement de rééquilibrage s'expliquent par les coûts de transport et les coûts psychologiques. Et dans la version micro du modèle néoclassique, au fond, c'est la même chose, mais sauf qu'on va expliquer que la migration est le résultat d'un choix. C'est une ressource rare, il y a des choix à faire, et la migration est le résultat d'un choix qui va être effectué par des individus rationnels à partir d'un calcul coût-bénéfice. Les personnes se décident à migrer si les gains sont positifs, si les gains escomptés sont positifs. Alors, il s'agit bien sûr de gains nets, puisque les intéressés prennent soin de défalquer tous les coûts, les multiples coûts de la migration. Il y a le coût du voyage, il y a le coût du manque à gagner pendant que vous prospectez pour trouver un emploi et un logement et que vous ne travaillez pas comme vous le faisiez auparavant dans votre exploitation, par exemple. Il y a le coût d'apprentissage de la langue. Et les auteurs, très tôt, dans les années 60, mentionnent le coût d'apprentissage des codes culturels, quelque chose qui apparaît très tôt dans la littérature. Et aussi le coût psychologique impliqué par la rupture des attaches familiales, des attaches amicales, etc. Et donc, le rendement net de la migration va varier aussi, donc varier en fonction de tous ces paramètres, mais il va également varier en fonction du taux d'escompte, c'est-à-dire de l'horizon temporel que se fixe le migrant. Est-ce qu'il attend un rendement immédiat ou un rendement à terme? À la limite, est-ce qu'il se sacrifie pour que ce soit ses enfants qui profitent des gains de la migration? En réalité, nous avons tous, c'est ce qu'explique la théorie économique, un horizon temporel très très variable, et c'est ce qu'on appelle la préférence pour le présent, ou au contraire la capacité à différer les rendements dans l'avenir et donc avoir un esprit de sacrifice dans la longue durée. Donc, cette synthèse assez rapide du modèle néoclassique, dans la présentation de Massey, télescope les modèles de plusieurs auteurs qui, en fait, ont œuvré sur des décennies. Et j'en aborderai quelques-uns. Je parlerai de Shostak, un peu de Todaro, de Borjas, et je vais d'abord parler de... Alors, comment prononce-t-on ce nom? Les Américains disent Sjasted, ils essaient de prononcer... les Anglais disent Sjasted, et les Norvégiens disent Sjostad. Donc, moi, je vais prononcer Sjostad, un peu comme Shostakovich. Ça va simplifier les choses. Shostak publie, c'est un chercheur américain de l'Université du Minnesota, il publie un article qui va être extrêmement cité, qui va cumuler quelque chose comme 5400 citations sur Google, ce qui est considérable, même si évidemment ça date de 1962, donc le temps a permis une certaine accumulation, mais ça veut dire que cet article est sans cesse recommandé aux étudiants, parce que lorsqu'il y a de grandes citations comme ça, c'est pas nécessairement que le public est captivé, c'est qu'il est captif. C'est les lectures
recommandés par les professeurs aux étudiants, les fameux readings. Donc, Schostatt a été une grande lecture de readings, c'est-à-dire de lecture recommandée aux étudiants par les professeurs. Et donc, ce texte devient un classique. On considère généralement qu'il marque un tournant dans la théorie des migrations. Quand on le lit de près, c'est toujours très intéressant de relire ces classiques qui sont sans cesse cités mais jamais lus. Hein. C'est un peu ça le problème, sauf par les étudiants. Hein. Je dis souvent que les vieux ne se lisent pas entre eux. Si vous êtes lu, c'est par un plus jeune que vous, quoi, parce qu'ils ont intérêt à vous lire. Mais c'est bon. Voilà. Alors, oui, parce que les anciens ne se lisent pas, ils se surveillent. Donc, Schostatt, en réalité, n'évoque pas les migrations internationales, mais l'exode rural et les migrations entre les États fédérés des États-Unis. Et ça va être quelque chose qu'on va retrouver très souvent, c'est que la théorie de la migration américaine, elle est très, très influencée par, évidemment, l'étude de la circulation, de la mobilité entre les États-Unis, ce qui, évidemment, explique aussi en partie que l'État, au sens européen du terme, l'État westphalien, ne soit pas une préoccupation absolument centrale pour les chercheurs américains qui ont déjà à proximité tous les mouvements qu'ils peuvent observer à l'intérieur de leur énorme planète, dont il n'est pas nécessaire qu'ils sortent pour avoir une idée de la diversité du monde. Donc, il évoque ces migrations qu'on dirait internes d'un point de vue européen, et contrairement à ce qu'on lit presque systématiquement dans les manuels ou dans les présentations didactiques, le modèle de Schostatt ne s'inscrit pas encore dans la théorie du capital humain. L'expression est absente de l'article. Vous trouverez régulièrement Schostatt, théorie du capital humain. Non, il n'utilise jamais l'expression. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille sur des données agrégées, mais pas au niveau micro, il travaille sur des données agrégées tirées des recensements, et il présente ce modèle de façon littéraire, comme disent les économistes, c'est-à-dire sans faire d'équations. Il y a quelques petites équations, mais vraiment au passage. La perspective générale, c'est celle de la migration comme facteur de rééquilibrage des différences géographiques, des salaires et des niveaux de vie. À quoi Schostatt ajoute le fait qu'une minorité de migrants, comme par exemple les agriculteurs partant pour la ville, peuvent en profiter pour accroître leur qualification et leur productivité. Donc l'idée apparaît, et ça c'est une idée qui va être présente dans la théorie du capital humain, c'est que la migration est elle-même un investissement, que la migration va permettre elle-même d'améliorer ses compétences et donc aussi sa productivité. Ça, c'est une préoccupation importante chez Schostatt, parce que Schostatt constate qu'il y a beaucoup de flux migratoires entre les différents États des États-Unis, mais que par exemple le Mississippi, qui se trouve au bas de l'échelle de la productivité, ne tire pas parti des migrations pour améliorer son rang dans le classement. Il explique qu'il ne faut pas étudier uniquement la migration nette, les différences entre entrée et sortie, qu'il faut étudier chaque flux d'entrée et chaque flux de sortie séparément, et en regardant bien quelles sont les qualifications des personnes, comment se distribuent les qualifications des migrants. Donc c'est par là que Schostatt innove, dans l'idée que pour bien étudier les flux migratoires, il faut regarder les niveaux d'éducation, d'instruction des personnes, et puis ce que deviennent ces niveaux d'instruction du fait de la migration. Et donc, la migration est un investissement, mais encore au sens où elle assure l'allocation optimale des ressources humaines entre des aires éloignées. Et là, évidemment, on n'est pas très loin du modèle d'Adam Smith que j'avais évoqué dans ma leçon inaugurale. Alors, il propose de mesurer dans des enquêtes, de futures enquêtes, de mesurer les coûts et bénéfices de la migration pour l'individu en termes d'espérance de gain, mais il ne parle pas encore d'investir dans le capital humain. Sa vision, c'est vraiment celle d'Adam Smith, c'est-à-dire celle d'un gouvernant qui peut miser sur la migration pour réduire les différences de salaire entre les régions. Au fond, c'est un peu ça l'optique. Alors, le constat dont il part, c'est que la mobilité résidentielle, qui est très importante au sein des États-Unis, à cette époque-là, elle est très très importante. En gros, la mobilité, les déménagements, la fréquence des déménagements, la mobilité résidentielle aux États-Unis, c'est 2 fois ce qui se passe en Europe. Ça a eu tendance à baisser récemment, mais enfin, en gros, les Américains déménagent 2 fois plus que les Européens. Simplement, quand on prend le critère du changement de domicile, simplement ça.
Mais ça ne s'accompagne pas, ce vaste remuement de ménages et de personnes, ne s'accompagne pas du rééquilibrage attendu dans les niveaux de vie. Il en cherche les raisons, et elles tiennent, selon lui, au fait que les coûts privés et collectifs de la migration sont largement sous-estimés. Et donc, il va passer en revue les différents coûts de la migration, y compris les coûts psychiques, dont il parle beaucoup, y compris aussi, et ça c'est une innovation importante, la valeur que les gens attachent aux équipements collectifs, la valeur qu'ils attachent aussi au climat, qui sont évidemment à l'intérieur des États-Unis un facteur qui s'impose assez évidemment comme une raison de migrer. Et aujourd'hui, évidemment, ce sont ces passages qui retiennent l'attention dans le grand article de Shostak. Donc l'article a eu aussi du succès parce qu'à mesure que les années progressaient, il y avait de nouvelles raisons. C'est un article assez long, assez fouillé, il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc il y avait les raisons d'apprécier l'article évoluaient aussi à mesure que passaient les années. Et Shostak aussi fait une réflexion intéressante. On ne peut pas exclure que les migrants soient dotés d'un système de préférence, il utilise le mot taste, le mot goût, consistant à valoriser davantage le contact avec un nouvel environnement qu'avec les proches. Il dit au fond l'idée qu'il y a un coût psychique à se séparer de sa famille, de ses proches, etc. C'est pas si évident que ça. On peut très bien penser qu'il y a des gens qui veulent s'émanciper du réseau familial initial et que ce qu'ils cherchent, c'est justement d'avoir de nouveaux contacts, de ne pas se retrouver toujours prisonniers des mêmes attaches. Ça, c'est une idée, je trouve, très intéressante, qui a été aussi très sous-estimée. Dans la théorie du capital social telle qu'elle va être développée par Douglas Massey, il y a au contraire une lourde insistance sur le fait que les liens familiaux enrichissent formidablement, enfin, développent les capacités de migrer et de s'insérer. Mais il y a quand même un autre courant qui est préfiguré par Shostak et qui explique qu'en réalité, le capital social peut aussi vous enfermer, les liens sociaux peuvent vous enfermer au lieu de vous libérer. Voilà. Mais enfin, dans Shostak, c'est une indication fugitive sur de possibles migrations d'émancipation. Et une dernière remarque sur cet auteur, il souligne dans plusieurs passages que son modèle manque de réalisme, puisqu'il suppose un marché parfait et une information parfaite des migrants sur les opportunités d'emploi. Ce modèle n'est à ses yeux qu'un modèle, il le dit ouvertement, et l'objectif qu'il annonce, ce serait de mesurer dans des enquêtes futures en quoi la réalité des migrations s'écarte de ce modèle et pour quelles raisons. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a des critiques extraordinairement faciles du modèle néoclassique. Vous vous rendez compte, on atomise les gens, on ne voit que des individus, ils sont rationnels, ça postule une information parfaite, etc. Mais si vous lisez attentivement ces auteurs, ils sont parfaitement conscients de ces limites, et très souvent, ils en parlent eux-mêmes. Simplement, leur modèle est une simplification, et il y a un gain à avoir un modèle simple, qui n'est pas nécessairement compensé par la complication que d'autres peuvent faire sur le même modèle. Alors, 2 ans après Shostak, en 1964, un personnage considérable va faire son apparition, va commencer à s'affirmer, c'est Gary Becker, qui est alors professeur d'économie à Columbia. En fait, c'est avant de rejoindre Chicago. Columbia va être l'université où les premiers théoriciens du capital humain, mais aussi de l'allocation du temps, etc., enfin, je vais vous en parler, s'étaient retrouvés à former un groupe. Becker va rejoindre Chicago en 1970 et il recevra le prix Nobel d'économie en 1992. Il publie Human Capital, alors ça c'est la version première, publiée par le NBER, le National Bureau of Research, Economic Research. Et c'est encore l'époque où un économiste frappe un coup d'éclat en écrivant un livre et pas simplement des articles. Il a écrit beaucoup d'articles qui ont été très cités, mais dans la carrière de Becker, c'est le livre Human Capital qui vraiment lance le personnage. C'est un livre fondateur qui va inaugurer ce qu'il appelle lui-même l'impérialisme économique, c'est-à-dire la capacité des économistes à modéliser des comportements qui étaient traditionnellement perçus comme étrangers à l'économie.
il avait commencé sa carrière par faire l'économie du crime, l'économie de la délinquance. C'était déjà un coup d'éclat assez étonnant. Est-ce que, au fond, c'était un peu l'idée, à partir du moment où j'ai plus intérêt à enfreindre la loi qu'à la respecter, j'y vais. Enfin voilà, il y a un gain à la transgression. Et c'est, vous voyez, le genre de théorie, ce qui était encore assez sommaire, mais il va développer tout ceci. Et donc, la capacité des économistes à modéliser des comportements qui sont étrangers a priori à l'économie, parce que traditionnellement traités par le droit, par la sociologie, par l'anthropologie, etc. Et c'est un problème que nous avons toujours. Je dis nous les sociologues, parce que je me sens très sociologue de ce point de vue-là, je ne suis pas économiste, même si je lis beaucoup les économistes. Mais c'est vrai que la capacité fabuleuse des économistes à traiter des sujets sociologiques est quand même extrêmement ennuyeuse. Je prends un exemple, la sociologie des prénoms, qui a été abordée en France par Philippe Bénard et ensuite Guy Desplanques. Eh bien, aux États-Unis, ce sont les économistes qui traitent la question de savoir est-ce que les prénoms sont liés, associés ou pas à une certaine réussite scolaire. Pourquoi les parents s'obstinent-ils à donner à leurs enfants des prénoms qui vont les stigmatiser pendant le reste de leur carrière, etc. C'est les économistes qui traitent ces questions-là, alors que chez nous, c'est les sociologues. Donc, mais voilà. Donc, la chaire qu'occupera ensuite Becker à Chicago, et ça c'est assez intéressant, sera d'ailleurs, il va occuper à Chicago une chaire qui était à la fois une chaire d'économie et de sociologie. Et il aimait à dire, alors je ne l'ai croisé qu'une seule fois en 90, mais j'ai travaillé en Espagne pendant plusieurs années avec une de ses étudiantes directes, Michel Ribou, dont je vous reparlerai tout à l'heure, qui m'a rapporté pas mal de choses. Et lui aimait, paraît-il, dire que l'économie devait être au service de la sociologie. Gary Becker, prix Nobel d'économie. C'est un propos évidemment à double entente, parce qu'on peut très bien y lire le désir de renforcer la sociologie par l'emploi de méthodes économiques que la volonté de dissoudre l'économie, de dissoudre la sociologie dans l'économie. Alors, je ne vais pas trancher le débat ici. Pour les trois économistes qui ont contribué à échafauder la théorie du capital humain, à savoir Theodor Schultz, qui s'est intéressé à la façon dont l'agriculture pouvait considérablement augmenter sa productivité grâce à une formation, grâce à des investissements en formation, pas simplement des investissements en capital physique, en engrais, etc. Jacob Mintzer, qui est le premier grand économiste de la famille, dont je reparlerai, et Gary Becker. Donc pour ces trois personnages, Theodor Schultz, Jacob Mintzer et Gary Becker, qui sont retrouvés à Chicago, le capital humain, ce qu'ils vont appeler le capital humain, ce n'est pas une simple ressource humaine, comme c'est encore le cas pour Shostak. C'est une compétence qui est incorporée à l'individu, qui n'est pas détachable de son corps ou de son cerveau. Par exemple, vous savez une langue étrangère, cette compétence, elle meurt avec vous. C'est donc il est impossible de céder votre capital humain à autrui par un contrat, par un transfert quelconque. On peut, certes, en naissant, recevoir une dotation initiale de capital humain, c'est une donnée qui a été très controversée, mais à laquelle Becker tenait, par exemple une belle voix ou un physique avantageux, mais la valeur de cette dotation initiale va dépendre quand même du marché qui va reconnaître sa valeur, et elle va dépendre aussi des investissements d'entretien que vous allez lui faire. Il faut entretenir sa belle voix pour que... Voilà. Je lisais l'autre jour les voix les plus hautes du monde. Mado Robin est la voix la plus haute du monde. Il y a également une Autrichienne. On a en fait plein d'autres exemples de femmes qui étaient capables de chanter plus haut encore que Mado Robin, avec des contrutes. Mais enfin, elle est la seule qui a fait carrière avec son contre-contrute, et elle a entretenu ça. Et donc, c'est la dotation initiale à capital humain, c'est bien joli, mais il faut l'entretenir. Et Becker prenait l'exemple de la belle voix, c'est pour ça que je le reprends à mon tour. Ce cas de figure donc mis à part, le capital humain pour Becker, c'est le résultat d'un investissement qui requiert du temps, qui nécessite un entretien soutenu. Alors il peut s'acquérir par apprentissage dans une institution spécialisée, il peut aussi s'apprendre par expérience sur le tas, on the job training, et prendre des formes multiples. Et dès les premières pages de Human Capital, dès les 10 premières pages,
Becker cite comme exemple de capital humain, je cite, l'éducation au milieu scolaire, schooling, la formation sur le tas, on-the-job training, les soins de santé, c'est la migration, et la recherche d'informations sur les prix et les revenus. Donc, améliorer ces informations, ça fait partie aussi du capital humain. Donc, je répète, l'éducation au milieu scolaire, la formation sur le tas, les soins de santé, la migration, la recherche d'informations sur les prix et les revenus. Donc, s'instruire, se soigner, s'informer sont des investissements en capital humain, mais migrer également, car migrer, c'est se mettre en quête d'un nouveau marché où l'on pourra développer ses compétences, où on pourra placer, si vous voulez, ses atouts, leur donner un meilleur rendement et en même temps les accroître. Alors, je vous signale que, vous le savez peut-être, que donc Michel Foucault, dans un cours qu'il a professé le 14 mars 1979, c'est repris dans la série des cours intitulée Naissance de la biopolitique, c'est un titre qui n'a rien à voir avec le contenu, mais enfin peu importe. Il n'y a pas du tout de biologie dans cette histoire, mais dans ce cours du 14 mars 1979, Michel Foucault, c'est très tôt en 1979, fait une présentation de la théorie du capital humain. Et dans ces cours que je vous invite à lire, parce que contrairement aux mots et aux choses, par exemple, qui ont une préciosité de style qui nous paraît aujourd'hui presque insupportable, dans les cours, Foucault avait un sens extraordinaire de la pédagogie, il pratiquait la répétition pédagogique, ce qui facilite quand même la compréhension. Et il expose la théorie du capital humain avec la capacité qu'il a montré très souvent, la capacité à entrer dans les pensées d'autrui, à en montrer la cohérence. Et qu'est-ce qu'il utilise comme source? Ça, ce sont les éditeurs du cours qui nous l'ont appris. Il utilise essentiellement le livre de mon ami Michel Ribou, Accumulation du capital humain, qui était un peu un pied de nez à la théorie marxiste. Accumulation du capital humain, c'était une thèse que Michel Ribou, qui avait été étudiante de Gary Becker et de Jacob Mincer à Chicago pendant 3-4 ans, avait rédigée à partir de l'enquête formation-qualification professionnelle de l'INSEE. C'était une étude sur la façon dont les femmes accumulaient amélioraient leur niveau d'instruction ou au contraire misaient plutôt sur la fécondité, sur les enfants et finalement arbitraient en quelque sorte leur temps ou leur carrière entre la famille et le travail. Enfin, c'était un peu ça. À l'époque, les données de l'INSEE étaient tellement chères, tellement difficiles d'accès, que Michel Ribou avait dû emprunter à sa banque pour avoir accès aux données de l'INSEE. C'était au début des années 70, et les temps ont changé, mais à l'époque, toutes ces données-là étaient extrêmement difficiles d'accès. Et c'est ce qui rendait aussi très... Et puis l'économie, à ce moment-là, était encore un peu dans les mains des juristes. L'économie commençait tout juste à s'émanciper des juristes dans les universités. On faisait une économie à l'ancienne, une économie à la Raymond Barre ou à la Casanova. C'était ce genre d'économie-là qui était pratiquée. Et Michel Ribou, avec les instruments théoriques du capital humain et toute sa maîtrise de la statistique et de l'économétrie, n'avait pas réussi, il était maître de conférence, mais n'avait pas réussi à s'insérer dans le système universitaire français, et finalement il a fait carrière à la Banque mondiale. Mais enfin, on s'est retrouvés tous les deux pendant plusieurs années à mener une enquête sur le travail des femmes en Andalousie, puisque c'était notre lieu d'opération, et ça a été la première enquête de ma vie. Donc Foucault utilise Accumulation et capital humain de Michel Ribou, et évidemment, à l'époque, qui parlait de capital? C'était Bourdieu, capital économique, capital culturel, et j'avais à l'époque, pour mon usage, pour essayer de comprendre un petit peu comment tout ça s'articulait, rédigé un long mémoire, heureusement resté inédit, sur l'articulation entre la théorie du capital chez Bourdieu et la théorie du capital chez Becker. C'était en 1976. Voilà, donc Becker ne donne pas une place, ne fait pas une place centrale dans son essai 1964 à la migration, mais il cite régulièrement la migration comme une forme majeure d'investissement en capital humain. Par exemple, il estime que la migration est corrélée positivement avec le niveau d'éducation, et il explique que ce ne sont pas les moins instruits qui migrent le plus. Et ça a été confirmé, évidemment, ultérieurement. Il explique que la migration est plus accessible aux jeunes adultes, mais que cet investissement
se heurte également à des problèmes de reconnaissance et d'homologation dans la société de destination. Alors ça, c'est quand même étonnant que dès 1964, un auteur dise le capital humain n'est pas toujours transportable. Becker explique qu'il y a un problème de transportabilité du capital humain parce que entre la société de départ et la société de destination, il y a des problèmes de reconnaissance, d'homologation, et c'est toujours un problème aujourd'hui. Vous pensez aux médecins étrangers qui sont sous-utilisés parce que on ne reconnaît pas leur diplôme, et à qui on permet d'accéder de façon très aléatoire tous les 5-6 ans parce qu'ils exercent une pression du tonnerre, la possibilité de passer un examen pour que leur diplôme soit enfin reconnu. Donc Becker identifie déjà ce problème de la transportabilité très inégale, très imparfaite du capital humain. Et le premier gouvernement qui va vraiment s'atteler à ce problème, la reconnaissance des diplômes étrangers, c'est le Canada, qui lui va vraiment mener une action concertée sur ce sujet. Un même capital humain peut donc, selon les destinations, obtenir un rendement supérieur à celui qui s'observe au pays d'origine, égal ou inférieur. Il peut y avoir, et c'est précisément là une information très importante à collecter par le candidat à l'émigration, d'estimer si son capital humain, ses ressources, sa force de travail, ses compétences, son paquet de connaissances linguistiques, etc., sera reconnu ou pas, aura une valeur reconnue sur le marché du pays de destination. Donc vous voyez qu'on reproche un peu mécaniquement aux économistes néoclassiques de postuler la détention par les individus d'une information parfaite sur l'état du marché, que ce soit sur le marché du logement, sur le marché de l'emploi, au pays de destination. Mais j'ai vraiment le sentiment que cette critique rituelle est fortement datée. Et si on les lit bien, les économistes néoclassiques n'ignorent pas que l'information détenue par les migrants sur les opportunités d'emploi et de logement est une information imparfaite. Et la preuve, c'est qu'elle a un coût, cette information. Et une des façons de traiter la question, c'est d'introduire dans la théorie de la migration les notions d'incertitude et de risque. La migration, c'est une opération hautement risquée. Et les migrants vont développer des stratégies pour réduire l'incertitude et pour alléger aussi le coût de l'information. Et longtemps, le coût principal de l'immigration fut le transport, qui était particulièrement élevé par la voie des mers ou par la voie des airs. Et plus, ensuite, les coûts du transport, évidemment, se sont fortement réduits, et c'est le coût de l'information qui est devenu décisif. Et de nos jours, c'est un cycle, une phase nouvelle du cycle, les nouvelles technologies, évidemment, contribuent à réduire considérablement le coût de l'information. Alors, nous sommes arrivés à la fin de la première heure, et donc nous allons faire une pause de quelques minutes. Merci. Bien, nous allons reprendre. Je vous ai projeté ici le livre de Michel Ribou, qui ne parle pas de la migration, mais qui est le premier grand livre. Il y a également un livre de Jean-Jacques Rosat, le premier grand livre écrit en français sur la théorie du capital humain. Michel Ribou était l'élève notamment de Jacob Mincer. Et Jacob Mincer, c'est l'homme qui, le premier, à partir des années 60, 1962, écrit un article sur la migration, centré vraiment sur la migration et le capital humain, avec, sur un thème très précis, la décision de migration est une négociation qui est négociée entre les conjoints. Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît évident que les modèles de décision doivent prendre en compte le ménage, et notamment un des grands chercheurs français qui est installé aux États-Unis, c'est Chiappori, est un grand spécialiste des modèles qu'on appelle des modèles collectifs. Mais en réalité, ces modèles collectifs, c'est essentiellement la négociation au sein du conjoint. Au fond, Mincer se pose la question de savoir, mais qui va migrer de l'homme ou de la femme, qui va perdre, qui va gagner à la migration, comment faire en sorte pour que les deux puissent gagner. Vous voyez, tout ce genre de questions. Et le pouvoir de négociation va évidemment dépendre des ressources des uns et des autres.
Aujourd'hui, on parlerait d'une analyse de genre, car c'était déjà ça finalement. Et c'est assez frappant de voir que la capacité de négociation des femmes dans un certain nombre de modèles, c'est souvent les économistes qui l'ont abordé avant les anthropologues ou les sociologues. Alors, je vais ici m'interroger sur la question de savoir si finalement les économistes versent dans l'économisme un peu naïf, et j'évoquerai notamment les positions de Bourdieu à ce sujet. Est-ce que les économistes versent nécessairement dans l'économisme? Sont-ils assez naïfs ou assez cyniques, car ils essuient tour à tour les deux reproches, pour s'imaginer que dans l'esprit du migrant et de tout un chacun, finalement, l'unique but de l'existence consisterait, à la suite d'un calcul coût-bénéfice, à viser la maximisation de son revenu sur un marché plus rentable. C'est comme ça que sont présentées, évidemment, les théories économistes de la migration. Et en fait, les économistes à l'esprit large, ça existe, j'en connais, savent que la maximisation... Et là, la question n'est pas de savoir est-ce qu'ils sont orthodoxes ou pas orthodoxes. Il y a quand même beaucoup de discours sur le caractère orthodoxe ou pas orthodoxe des économistes, à partir aussi d'un certain niveau de maîtrise technique. Je dirais presque que la question disparaît un peu. Enfin, elle ne disparaît pas, mais disons qu'un économiste, je ne sais pas, est-ce que Piketty est orthodoxe ou pas orthodoxe? Il maîtrise les outils économétriques qui lui permettent de publier dans les grandes revues internationales. Au fond, c'est un peu ça le critère. Donc, je voudrais un peu sortir de cette dichotomie qui me paraît vraiment trop simpliste et pas correspondre à la réalité des recherches. Donc, les économistes à l'esprit large, même s'ils sont d'inspiration néoclassique, savent que la maximisation du revenu n'est qu'une composante possible, une composante évidemment centrale, mais pas exclusive, d'une maximisation qui est plus générale et qui est la maximisation de l'utilité, qui n'est pas la même chose que le revenu. Finalement, ils sont capables d'intégrer dans le concept d'utilité des considérations telles que la satisfaction de vivre en famille, le bénéfice d'un environnement juridique plus sûr pour mener en confiance des projets de long terme, y compris des projets pour la génération suivante. Le fait de pouvoir vivre dans un pays qui garantit un minimum de liberté, ça fait partie de l'utilité qu'on peut chercher à maximiser. On peut pouvoir migrer pour profiter de cet avantage-là. Et puis, par exemple aussi, l'existence d'équipements collectifs de meilleure qualité, qui est également un atout. Et tout ceci fait partie de l'utilité telle qu'un individu peut la concevoir au sens large. Donc, comme le disait, l'augmentation du revenu n'est souvent pour l'économiste qu'un indicateur approché, un proxy, comme on dit dans la discipline, d'un accroissement plus général de l'utilité. Et comme le disait Adam Smith dans un passage qui est cité par Albert Hirschman, dans son grand livre sur la passion et les intérêts, qui est un très beau livre, qui n'a pas pris une ride, comme le disait Adam Smith, améliorer sa situation matérielle et financière, c'est le moyen le plus commun d'améliorer son sort, et Smith disait que c'est un peu vulgaire, au fond, comme façon d'améliorer son sort, mais enfin, ce qui compte derrière la hausse du revenu, c'est d'obtenir un minimum de considération. Et il y a cette idée-là que le revenu, finalement, c'est un indicateur de la considération qu'on peut obtenir dans une société comme la nôtre. Bon. Et c'est tout le problème de l'articulation, mais je ne vais pas entrer là-dedans parce que c'est un peu la tarte à la crème de l'articulation entre la théorie des sentiments moraux d'Adam Smith et son livre sur la richesse des nations. Alors la notion de calcul, la notion de calcul appelle une remarque analogue. On peut railler assez facilement le postulat d'un acteur économique qui est censé effectuer un calcul coût-bénéfice avant de s'engager dans la migration ou toute autre activité risquée. Et avec sa fameuse formule sur les eaux glacées du calcul égoïste, Marx a donné un bel exemple de la critique romantique du calcul rationnel. La citation complète, c'est « La bourgeoisie a noyé les frissons de la sentimentalité petite bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste ». Mais les économistes néoclassiques n'ont nul besoin de postuler que l'acteur doive sortir sa calculette
pour comparer en bonne et due forme les coûts et bénéfices de leurs actions. L'essentiel, c'est que l'acteur compare des solutions possibles. Il procède à une estimation, même si elle est sommaire, même si elle est biaisée, même s'il n'a pas les instruments adéquats pour le faire. Et à tort ou à raison, le candidat à l'immigration sera davantage enclin à émigrer s'il estime qu'il y gagne plus qu'il n'y perd. S'il estime qu'il gagne plus à se lancer dans la migration qu'à ne pas le faire. Et ce qui compte pour l'économie, ça va être finalement la structure des préférences révélées après coup par l'analyse empirique des migrations. De la même façon que sur le marché matrimonial, ce sont les unions conclues qui révèlent la structure des choix. Alors, un mot à propos de la prise de décision. On sait depuis l'Antiquité à quel point les grandes décisions de l'existence peuvent être à la fois réfléchies et irréfléchies. Un exemple canonique, c'est César franchissant le Rubicon. Le franchissement du Rubicon par César, c'est l'exemple type de la décision mûrement réfléchie, etc. Et en même temps aussi un peu impulsive. Alors on a un très beau récit de la décision du franchissement du Rubicon par... donc le Rubicon, c'est ce petit fleuve qui sépare la Gaule cisalpine de l'Italie. Et César, revenant de Gaule avec son armée, s'il franchit ce fleuve, lance la guerre civile, la conquête du pouvoir contre Pompée. C'est ça le franchissement du Rubicon. Bon. Et il sait qu'en accomplissant ce geste, il va entamer la conquête du pouvoir et prendre le risque de la guerre civile. Alors Plutarque, dans les Vies parallèles, décrit la décision de César à peu près dans les termes suivants. César hésita longuement. Plusieurs fois, il consulta ses généraux. Plusieurs fois, il changea d'avis. À la fin, comme mu par une impulsion subite, il lança son cheval. Voilà, c'est ça l'exemple de la décision. Alors, si vous regardez la version par Suétone, c'est complètement farfelu, il y a des prodiges qui interviennent. C'est Plutarque qu'il faut lire. Plutarque qui est toujours beaucoup plus intéressant que Suétone pour expliquer les agissements des acteurs. Et c'est là qu'il lance la fameuse formule « les dés en sont jetés », formule qui, donc, alliage acta est, mais en fait, il l'a prononcée en grec, anarisokibos, parce qu'il savait l'anglais. Donc, est-ce que la décision de franchir le Rubicon était rationnelle? Eh bien, bien malin qui peut le dire, à commencer par César lui-même. Certes, ça semble suivre le modèle aristotélicien de la décision, c'est-à-dire que le modèle de la décision mûrement réfléchie, qui est inspiré du modèle de l'Assemblée parlementaire. On examine le pour et le contre, on délibère et puis finalement on vote. Mais c'est finalement quand même une impulsion subite qui finit par trancher. Et on trouve des récits tout à fait analogues dans les témoignages littéraires des migrants. Et je ferai un jour une séance sur tous les témoignages littéraires des migrants. Il y a de très très nombreux récits là-dessus. Il y a quand même une séquence assez fréquente, c'est presque une espèce de théorie. C'est la séance où le migrant finalement brûle ses vaisseaux, vend tous ses biens, rend la décision irréversible. Par exemple, la décision qu'il faut vendre ses biens pour payer le passage, qui est évidemment une décision très grave. Et on a longtemps opposé les théories de la décision et les théories de la délibération. Il faut évidemment les unifier, et un certain nombre d'économistes s'y sont employés. Je ne vais pas entrer dans le détail. Alors, un parallèle intéressant peut être fait avec la théorie de l'intérêt dans la sociologie de Pierre Bourdieu. Alors, de temps en temps, je me fendrai un peu de quelques digressions comme ça, philosophiques ou économiques, parce que je pense que c'est important de pouvoir replacer toute cette théorie dans un cadre un peu plus général pour savoir ce dont on parle. Et la confrontation des auteurs est toujours quelque chose d'intéressant, je trouve. Bourdieu a régulièrement pris pour cible la définition de l'intérêt promue, selon lui, par les économistes. Mais il a lui-même donné une énorme importance à la notion d'intérêt. Voilà, c'est un peu le problème que je voudrais aborder rapidement. À cette vision qui jugeait beaucoup trop étroite de l'intérêt chez les économistes, il a opposé la notion d'un intérêt large, d'un intérêt élargi, une définition élargie de l'intérêt, qui serait capable de couvrir tout l'éventail des enjeux définis dans chaque univers de concurrence, ce qu'il appelait le champ. Et donc, ce qui fait courir l'intellectuel n'est pas ce qui fait courir le banquier, avait-il coutume de dire.
Enfin, ils courent l'un et l'autre dans une sorte de lutte darwinienne généralisée, et c'était là pour Bourdieu autant de formes d'intérêt, de libido, d'illusion, enfin il a beaucoup joué sur tous ces termes, et avec des analogies qui étaient toujours possibles d'un champ à l'autre. Alors je ne pense pas qu'on force le trait en soulignant que la sociologie de Bourdieu visait foncièrement à dévoiler la présence de l'intérêt caché, à dévoiler la présence de l'intérêt caché au cœur de chaque comportement. Et Bourdieu prenait un malin plaisir lorsque il parvenait à débusquer la logique de l'intérêt dans des sphères qui se targuaient de pratiquer le désintéressement, comme le champ artistique, le champ religieux, le champ philosophique, les relations de parenté, etc. Et derrière la logique libérale, grand seigneur du don gratuit, cher à Marcel Mauss, il y avait toujours pour Bourdieu l'espoir plus ou moins avoué d'un retour sur investissement, quitte à ce que le retour se fasse sous une autre forme, quitte à ce que le retour accroisse le capital de relation, et que donc le sacrifice économique se convertisse en un gain en relation, quitte aussi à laisser passer suffisamment de temps pour que le retour attendu ne prenne pas la forme d'un calcul d'intérêt. Donc il y a tout un jeu là-dessus. Et les relations familiales n'échappaient pas à cette logique de l'intérêt. Bourdieu citait, moi ça m'avait toujours frappé, citait très souvent, lorsqu'on lui parlait des relations de parenté, l'oncle à héritage. C'est-à-dire l'idée qu'on fréquente dans toute l'arborescence de la parenté et les consanguins, les alliés, on a tendance à fréquenter les gens dont on attend quand même quelque chose, dont on espère quelque chose, soit de leur vivant, soit à titre posthume. Et donc ce parent avec qui on cultive les liens dans un espoir de retour, voilà, quand je voyais le film Le Viager, je trouvais que tous les personnages qui gravitaient autour de Michel Serrault étaient très bourdieusiens. Bon, il y a contre cette vision des choses, il y a la vision de plusieurs auteurs qui disaient mais il y a peut-être quand même dans la vie des occasions où on fait des choses pour rien. Par exemple, on peut s'occuper d'un vieux parent même s'il ne vous laissera absolument aucun héritage, ou peut-être plutôt des ennuis que des avantages. Il arrive quand même que dans la vie, on fasse quelque chose sans espoir de retour, et c'est même assez fréquent dans les relations familiales, et pas seulement. Et alors là, il faut lire, et j'avais déjà commencé à le citer, le très beau livre d'Albert Hirschman sur... je vais peut-être enlever la... Bon, on peut le laisser. Le livre d'Albert Hirschman sur les passions et les intérêts. C'est un livre publié en 1977, et Hirschman montre comment, dès la fin du XVIIe siècle, la fin du XVIIe siècle, les moralistes français, dont La Rochefoucauld est un bel exemple, avaient pris un malin plaisir à dégager le ressort égoïste des actions qui étaient en apparence les plus altruistes. Vous savez que La Rochefoucauld, c'est une œuvre collective. Il y a tout un groupe de personnes qui vont écrire plusieurs livres. La Rochefoucauld va aligner le plus grand nombre de maximes, mais c'était tout un groupe qui discutait en commun et qui avait fait cette grande découverte, c'est que l'intérêt mène le monde, et que derrière toutes les actions les plus intéressées, il y a toujours... vous pleurez à l'enterrement de quelqu'un, c'est sur vous-même que vous pleurez, quoi. C'est ça l'idée. Et donc, avec la crise du système aristocratique de l'honneur, car c'est ça, au fond, on découvre que l'intérêt est omniprésent, non seulement dans le commerce des biens, mais dans les relations sociales, et avec cette conséquence positive, montre Hirschman, que pour les gouvernants, les comportements intéressés, eh bien, ce sont des comportements prédictibles, à la différence des comportements passionnels, comme les passions religieuses, par exemple, on pense au radicalisme maintenant, les passions guerrières, etc. Au moins, l'intérêt, c'est quelque chose qui permet de prédire la conduite des gens et qui accroît leur gouvernabilité. Là encore, Foucault, dans le cours que j'ai cité, évoque aussi toute cette théorie du doux commerce que Montesquieu notamment avait promu, mais je pense que c'est dans le livre d'Hirschman qu'on a la plus belle présentation de cette évolution. Comment, dans toute la typologie
des passions, des péchés capitaux, etc., ce qui était avidité, appât du gain, soif de l'or, etc., devient peu à peu honorable en prenant le nom d'intérêt et devient une passion acceptable dans, dans la vie sociale et aux yeux des gouvernants. Et les moralistes de l'âge classique alors oui, sur la question de l'intérêt au désintéressement, de la possibilité ou non d'une action désintéressée, sur l'omniprésence ou pas des décisions irrationnelles, je vous renvoie au cours qui avait été professé ici il y a une dizaine d'années par John Elster. John Elster était professeur au Collège de France et ses cours sur l'intérêt et le désintéressement se sont soldés par 2 ouvrages publiés au Seuil dans la collection Le Nouveau Monde où il revient sur ces questions, donc si vous voulez approfondir. Alors, La Rochefoucauld, lui, se défendait d'avoir réduit les comportements à des intérêts bassement matériels. Et dans la préface à la seconde édition des Maximes, il explique « Quand je parle d'intérêt, je ne veux pas dire seulement intérêt de bien, je veux aussi dire intérêt de gloire. » C'est la formule de La Rochefoucauld. Et donc, la générosité n'est qu'une forme déguisée de l'amour-propre, et voilà, par exemple, ceux qui veulent mourir au monde, qui se mortifient, aspirent encore à une gloire mondaine, mais sublimée, dirait-on maintenant de nos jours, et ainsi de suite. Donc la dénonciation de l'intérêt au désintéressement ou du sacrifice intéressé va être centrale. Hein, c'est un fil, ça va des moralistes du genre La Rochefoucauld, ça va jusqu'à Nietzsche, qui est un grand lecteur de La Rochefoucauld. Max Weber est tout à fait dans cette idée, le grand sociologue allemand, il se range dans cette idée. Tout ceci pour dire que la critique de l'économisme ne saurait se réduire à la critique de l'acteur économique calculant son intérêt bien compris. On pourrait juger après tout qu'une sociologie, comme celle de Bourdieu, hein, qui emprunte systématiquement le vocabulaire de l'économie pour objectiver les comportements, les pratiques, eh bien, verse elle-même dans une sorte d'économisme. Les textes de Bourdieu sont profondément imprégnés du concept économique, intérêt, capital, sous ses différentes formes, capital culturel, capital économique, capital social, sens du placement, marché des biens symboliques, profit de distinction, bénéfice, rendement, etc. Tout ce vocabulaire truffe les textes de Bourdieu. Et alors évidemment, dire j'utilise tout ce vocabulaire économique, mais je ne fais pas d'économisme parce que j'ai une vision élargie de l'intérêt, c'est pas si simple que ça de distinguer cette approche de ce que font les économistes par ailleurs, qui eux-mêmes, quand ils parlent d'intérêt, ont finalement une vision beaucoup plus large qu'on ne dit. Donc, qu'est-ce qui sépare vraiment les 2 approches? Et est-ce qu'on peut vraiment, quand on est sociologue, faire les économistes plus bêtes qu'ils ne sont pour pouvoir faciliter la critique? C'est une question que je me pose et que je me pose aussi à propos des migrations. Donc, bon, vous savez peut-être, évidemment, toute cette partie-là de l'œuvre de Bourdieu, enfin toute cette orientation intéressée, a été très critiquée notamment par les sociologues ou les anthropologues anti-utilitaristes, incarnés notamment par Alain Caillé. Alors, ce qui différencie la science économique des autres sciences sociales, en réalité, ce n'est pas le fait que l'économie postule l'intérêt comme principe de raison suffisante des pratiques, c'est le fait que pour objectiver ce ressort, à des fins de démonstration, eh bien, les économistes recourent à des mesures monétaires ou recourent à des équivalents monétaires, des proxys monétaires, parce que c'est ça dont ils ont besoin pour leur démonstration, y compris des choses assez subtiles comme le coût d'opportunité, ce qu'on perd à ne pas faire ce qu'on aurait fait normalement, ou bien d'autres succès d'année. Voilà. Donc il ne faut pas confondre l'économisme substantiel et un économisme qui est essentiellement d'outillage de démonstration par les économistes qui vont utiliser des équivalents monétaires à des choses qui sont étudiées par ailleurs par les anthropologues ou les sociologues. Voilà, alors fort de ce détour rhétorique, nous pouvons revenir à la question des migrants, je ne l'ai pas perdu de vue, et s'ils se décident à migrer, est-ce par pur intérêt? Peut-on distinguer radicalement une migration intéressée qui serait strictement mue par le calcul économique, d'une migration qui serait non économique, ou qui, par exemple, serait une migration pour améliorer le sort de ses enfants? C'est quoi? C'est une migration intéressée? Là, les économistes ont déjà prévu tout ça, le fait qu'il y a des formes
d'égoïsme qui sont altruistes, ou il y a des formes d'altruisme qui sont égoïstes, si vous intégrez l'idée que l'acteur économique peut être, comme disait Becker, une dynastie, une lignée familiale et pas simplement un individu isolé. Et évidemment, si vous qualifiez de politique la volonté d'échapper à la persécution, le désir de liberté et de sécurité, qu'est-ce qui est économique, qu'est-ce qui est politique dans le désir de sécurité, qu'est-ce qui est économique, qu'est-ce qui est politique dans la volonté de pouvoir se retrouver dans un environnement sûr, où vous n'avez pas, je ne sais pas, le pouvoir va pas faire une razzia sur vos économies dans la banque où vous avez déposé vos économies. Hein. C'est des choses qui se pratiquent. Il n'y a pas la corruption, échapper à la corruption. Est-ce que c'est une migration économique ou politique? Voter avec ses pieds, comme on le fait au Venezuela depuis le Venezuela actuellement, c'est quoi? C'est une migration économique ou politique? Le système a été, l'incurie du régime a été telle que maintenant, il n'y a plus eau, ni électricité, ni gaz, ni rien. Et à ce moment-là, il n'y a plus de médicaments pour les enfants, il n'y a plus de vaccination possible. Alors, chaque jour, vous avez 70 000, 80 000 personnes qui franchissent le Puente Internacional Simón Bolívar, qui est le grand pont qui relie la Colombie au Venezuela. Et là-dedans, vous avez une petite partie des gens qui vont vraiment migrer à l'extérieur. Mais beaucoup, c'est pour simplement trouver de quoi se nourrir, vacciner, se soigner, etc. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une migration économique ou politique? Alors, au début, il n'y avait que les riches qui migraient, qui quittaient le Venezuela. Aujourd'hui, c'est tout le monde, c'est les pauvres. On estime à l'heure actuelle, selon les derniers décomptes qui ont été faits aux frontières, que la migration hors du Venezuela, c'est plus important que la migration hors de Syrie. Donc, ça vous donne une idée aussi, sans guerre civile ouverte, hein, simplement avec une... voilà. Et là, c'est un exemple du caractère tout à fait insatisfaisant de la dichotomie entre migration économique et migration politique. Il y a du calcul dans la migration politique, comme il y a du calcul dans la migration économique, il y a de la contrainte, il y a du choix. Enfin, comment voulez-vous démêler tout cela? Alors, la deuxième théorie qui a été examiné par Douglas Massey dans sa revue de l'art, c'est ce qu'il appelait la nouvelle économie de la migration. Enfin, l'expression existait déjà. Et qu'est-ce que c'est que la nouvelle économie de la migration? Alors, je vais vous le dire tout de suite, pour moi, je ne sais plus si j'avais mis ça, non, ça c'est autre chose, oui, voilà. Bon, je reviendrai sur ces... Je vais éteindre... Voilà. La nouvelle économie de la migration, c'est une variante, en réalité, du modèle néoclassique, mais à qui on attribue le mérite d'avoir remis en cause le caractère irréaliste de l'approche néoclassique. Et son principal promoteur, dans les années 90, fut le chercheur israélien Oded, O-D-E-D, Stark, S-T-R-K. C'est en tout cas ainsi qu'il est reconnu dans la revue des théories de la migration due à Douglas Massey. Alors, les économistes que j'ai interrogés sont moins affirmatifs à ce sujet sur le caractère vraiment innovant qui a été apporté par Oded Stark. Que fait Oded Stark? C'est un auteur extrêmement imaginatif, très productif, qui sont rendus un peu insupportables aux yeux de ses collègues, mais c'est assez fréquent dans les professions, ce n'est pas un signe très distinctif. Et du coup, c'est très difficile d'avoir une vision objective et neutre de l'apport d'Oded Stark en la matière. Donc moi, je lis, je ne connais pas le personnage, je le lis, et j'essaie de comprendre en quoi il se distingue ou pas des auteurs que j'ai précédemment cités. Oded Stark insiste d'abord sur le fait que la décision de migrer n'est pas le fait d'un individu isolé, mais résulte d'une décision familiale. Et c'est considéré comme étant son principal apport, alors que, je l'ai souligné, Jacob Mintzer avait déjà développé toute une théorie de la négociation entre conjoints sur la décision de migrer et qui perd gagne dans le couple à migrer. Stark insiste ensuite
sur le fait, c'est un deuxième apport qui n'a rien à voir avec le précédent, que le ressort de la migration n'est pas simplement l'écart net de revenus entre zones d'origine et zones de destination, mais que c'est la perception du revenu relatif au sein de la société de départ. Au fond, le revenu relatif, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que mon revenu est en train de s'écarter anormalement ou injustement du revenu de mes voisins? Et si je constate que tel ou tel de mes voisins a migré et puis revient en grand seigneur pendant les vacances, achète les terres environnantes, embauche des salariés pour cultiver les terres à sa place, etc., je me dis pourquoi lui et pas moi? Hein, ça, c'est une des grandes passions humaines, hein, c'est pourquoi lui et pas moi, pourquoi elle et pas moi. Voilà. Vous relisez Othello et vous apercevez que le vrai jaloux, c'est pas Othello, c'est Iago. Pourquoi a-t-il été nommé lieutenant et pas moi? C'est lui le vrai jaloux dans Othello. Bon, eh bien, Oded Stark, c'est pareil. Il a compris que le revenu relatif, la comparaison de vos revenus avec les revenus des autres, ça peut se faire dans la société de départ. Mais en réalité, ce qui se passe avec le voisin migrant qui a réussi et qui, évidemment, dont la vue vous insupporte parce qu'il a réussi ce que je n'ai pas réussi, ben, c'est une information sur les écarts de gains entre la société de départ et la société de destination. Sauf que l'information est incarnée par une personne qui revient régulièrement ou est incarnée par l'achat d'une affaire, de terre, etc., qui va faire en sorte que cette information, elle n'est pas simplement là à distance, elle est matérialisée sous vos yeux, ce qui la rend évidemment beaucoup plus impressionnante et décisive. Donc, c'est les conditions dans lesquelles l'information est obtenue qui sont modifiées. C'est ça l'apport de Stark à cette partie-là de la théorie. Donc, ces considérations, la famille comme unité de décision, la prise en compte du revenu relatif, la comparaison de vos revenus sur place et pas simplement directement avec le pays de destination, sont évidemment précieuses, mais très franchement, je ne pense pas qu'elles nous fassent sortir du modèle néoclassique élargi, et déjà suffisamment élargi. Je crois qu'il serait plus juste de dire qu'elle spécifie davantage le modèle et donc en améliore le pouvoir explicatif. En réalité, le passage de l'individu à la famille comme unité de décision, je l'ai dit, a été accompli déjà à partir d'une thématique initiée par Jacob Mintzer, mais Gary Becker lui-même, dans un très grand article, qui est un de ses articles les plus cités, c'est vraiment une des œuvres les plus citées de Gary Becker, un article de 1965 sur la théorie de l'allocation du temps. La théorie de l'allocation du temps, c'est comment, en fonction de mon capital humain, de mes opportunités, je vais arbitrer entre, par exemple, valoriser mon diplôme sur le marché du travail ou passer du temps à élever mes enfants. Ce genre d'arbitrage-là, c'est un objet donc du grand article de Becker sur l'allocation, la théorie de l'allocation du temps. Et la théorie dite aujourd'hui du modèle collectif de décision, j'ai retrouvé son nom, c'est Pierre-André Chiappori, est un développement, comme Chiappori lui-même le reconnaît, il a publié un article de reconnaissance, d'hommage à Gary Becker sur cette question-là, est clairement perçu comme un élargissement de l'héritage de Becker. Donc, le passage du revenu absolu au revenu relatif permet finalement de saisir par quelle médiation concrète le candidat potentiel à la migration peut estimer l'ampleur des écarts de gains avec le pays de destination. On reste dans la logique strictement économique des comparaisons de revenus. Voilà finalement ce qu'a apporté essentiellement la nouvelle économie de l'immigration. Et pour ma part, j'ai beaucoup de peine à comprendre, mais de cette manière, c'est en quelque sorte un développement de la théorie néoclassique qui permet aux anthropologues ou aux sociologues de critiquer la néoclassique en faisant comme si c'était un développement extérieur. En réalité, on reste, et c'est pour ça que je garde ce schéma, peu importe, tout ce qui est souvent présenté comme étant toute une série de théories différentes, les modèles de gravité, les modèles push-pull, la théorie des systèmes migratoires, je vous en parlerai, macro, micro, tout ça, en réalité,
c'est finalement très souvent une même famille de modèles. J'en reparlerai de façon plus précise encore tout à l'heure. Alors, je vais ici, pour terminer, je regarde un petit peu l'heure, j'ai encore 20 minutes, et nous allons parler d'un sujet qui est évidemment fondamental dans la théorie de la migration, c'est qu'en fait, l'objectif de la théorie de la migration, c'est d'expliquer pourquoi tout le monde ne migre pas, pourquoi certains migrent et d'autres pas, et finalement, pourquoi la migration est sélective. C'est le grand terme. Il y a une sélectivité de la migration, n'importe qui ne migre pas, et il faut regarder, essayer de comprendre quelles sont les ressources, ou quelles sont les ressources individuelles, familiales, collectives éventuellement, qui font que certains vont migrer et d'autres pas. Et donc, le phénomène migratoire, c'est un peu une espèce de concours où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais avant d'étudier le processus de sélection, essayons de regarder un petit peu les faits. Est-ce qu'on a une idée du décalage entre les intentions de migrer et les réalisations? Ce qu'on pourrait se dire, après tout, qu'il suffirait pour cela d'aller interroger les intéressés au pays de départ dans différentes régions du monde. Eh bien, on dispose depuis une dizaine d'années d'un indicateur mondial construit par l'Institut Gallup, qui est présent dans le monde entier. Il y a des filiales dans le monde entier. Et j'avais déjà évoqué ces données l'an dernier, mais je vais y revenir de façon plus précise. C'est un indicateur de migration potentielle, un indicateur du désir de migrer, qui a été construit à travers toutes sortes d'enquêtes. Gallup fait des enquêtes sur toutes sortes de sujets, mais en profite pour introduire des questions systématiques dans tous ces questionnaires. Et il y en a une qui, notamment, porte, et une série de questions qui portent sur le désir de migrer. Et le rassemblement de ces questions permanentes reprises dans toutes les enquêtes, c'est ce que Gallup appelle le Gallup World Poll, le sondage mondial de Gallup. Poll, P-O-2-L. Au cours des années 2015-2017, oui, alors là j'affiche... Ah, vous n'avez rien. Ah, il faudra que le régisseur... Comment ça se fait? C'est moi qui ai appuyé sur un... Alors je vais peut-être appuyer sur... Je crois que c'est N. CTRL-N. C'est pas CTRL-N. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Le roi est nu, je vais vous parler sans diapositive. Au cours des années 2015-2017, plus de 450 000 adultes d'au moins 15 ans ont été interrogés par Gallup. C'est incroyable, hein? Ça n'existait pas quand on était jeune. Quand on était jeune chercheur à l'INED avec Catherine Gocalp, on n'avait pas d'enquête mondiale sur des thèmes comme ça. Ces enquêtes mondiales se sont développées depuis. Donc 450 000 adultes d'au moins 15 ans, échantillonnés dans 152 pays différents, ont été interrogés par Gallup, et ces 152 pays réunissent 99% de la population mondiale, donc c'est très, très largement représentatif. Et ils ont été invités à répondre à la question suivante. Dans l'idéal, si vous en aviez l'occasion, aimeriez-vous quitter votre pays pour vivre en permanence dans un autre pays? Ou préféreriez-vous rester dans votre pays? Alors, je vous lis la formule anglaise, parce qu'évidemment, ça a été traduit. Il y a toujours des problèmes de traduction dans ces... Ideally, if you had the opportunity, would you like to move permanently to another country, or would you prefer to continue living in this country? Donc, ideally, dans l'idéal. Si, if you had the opportunity, si vous en aviez l'occasion. Et la dernière vague de réponses a été publiée en décembre 2018, c'est donc tout récent. Venir au cours du Collège de France, c'est quand même s'informer sur l'actualité toute chaude. Eh bien, cette enquête révèle qu'en moyenne dans le monde, 15% des personnes âgées d'au moins 15 ans choisissent la première option. Oui, si elles en avaient le choix, elles préféreraient émigrer plutôt que de continuer à vivre dans leur pays. Alors, extrapolé sur la population mondiale des adultes, ces migrants potentiels, c'est ainsi que Gallup les qualifie, représentent 750 millions de personnes. Je rappelle que la migration actuelle dans le monde, c'est à peu près 260 millions de personnes et pas 750. C'est donc 4 fois plus
que les migrants actuellement recensés dans le monde d'après les compilations de l'ONU. Alors la proportion varie d'une région du monde à l'autre. Elle culmine à 33% de la population adulte en Afrique subsaharienne, ce qui est évidemment considérable. Elle était déjà de 31% dans les vagues d'enquête précédentes, parce qu'en gros, tous les 5 ans, Gallup compile ces données et actualise. Et c'est un chiffre que n'ont pas manqué de citer les essais qui s'alarment du potentiel migratoire de l'Afrique, comme celui de Stephen Smith sur la ruée vers l'Europe, que j'avais évoqué la fois dernière. Mais la surprise vient de l'Europe. 21% des adultes vivant dans un pays de l'Union européenne émigreraient s'ils en avaient la possibilité, d'après Gallup. C'est quasiment autant que l'ensemble Amérique latine-Caraïbe, où la proportion est de 21% aussi. Et le désir d'émigration est encore plus répandu chez les adultes européens vivant dans les pays extérieurs à l'Union européenne, Russie, Ukraine, Biélorussie, Serbie, Bosnie, tout cet ensemble, 27% des adultes, selon l'indicateur de Gallup, préféreraient quitter définitivement leur pays plutôt que de continuer à vivre dans leur pays. Et alors la surprise est à son comble quand on descend à l'échelle de chaque pays. Les Européens qui affichent dans l'enquête Gallup la plus forte propension à immigrer, toujours dans les années 2015-2017, sont les Italiens. 32% des Italiens aimeraient bien migrer s'ils en avaient l'occasion, soit autant que l'Afrique subsaharienne. Malgré le gouffre qui sépare les niveaux de vie respectifs, parce qu'en gros, le niveau national brut par tête est 25 fois plus élevé en Italie qu'en Afrique subsaharienne, c'est 40 000 euros contre 1 400. Bon. Alors, Gallup n'a publié que le haut du classement, et donc je ne peux pas vous dire quel est le taux en France. J'avais essayé de le savoir. C'est quelque chose qui ne doit pas être très loin de la moyenne des 20%. L'Italie est citée parce qu'elle est dans le haut du tableau. Mais si la moyenne mondiale se situe seulement à 15%, finalement, c'est une moyenne assez basse par rapport à ces chiffres, c'est en raison des faibles niveaux enregistrés en Asie. En Asie orientale ou en Asie du Sud, où la part de la population adulte rêvant d'émigrer ne dépasse pas 8%. Alors ça s'explique par le fait que vous avez la Chine et l'Inde, qui pèsent de tout leur poids dans ces deux ensembles. Et je l'avais expliqué dans ma leçon inaugurale, les géants démographiques sont tellement gros que finalement ils émigrent très peu. Vous prenez l'Indonésie, les États-Unis qui en font partie, vous prenez le Nigeria, vous prenez la Chine, vous prenez l'Inde, il y a quelques pourcents. La Chine, c'est même pas 2% de la population chinoise qui a immigré. Alors évidemment, ça fait de grosses diasporas chinoises tout de même, mais puisqu'ils sont 1,330 milliard, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est la migration interne qui permet effectivement de satisfaire les désirs de migration. Et donc, les Indiens ou les Chinois n'ont pas globalement un désir de migrer très fort. Donc, en moyenne, l'Asie n'a que 8% de désir de migration ou de rêve de migration, vu la formulation de la question. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, a examiné attentivement l'avant-dernière vague des données recueillies par Gallup sur le désir de migration. Donc, il y a une équipe de recherche de l'Office international des migrations qui était une agence intergouvernementale et qui est devenue récemment une agence de l'ONU, pour essayer, ils ont eu accès aux détails des données de l'Institut Gallup pour essayer de voir ce qu'il en était de ce désir de migration. Et ils ont exploité les deux questions suivantes, que je n'ai pas encore citées, qui sont quand même assez différentes et qui disent, alors ce n'est pas une question sur le désir, c'est une question sur le projet. Je vous lis ça en anglais d'abord. Are you planning to move permanently to another country in the next 12 months or not? Donc, projetez-vous, are you planning, projetez-vous de déménager de façon permanente, d'aller dans un autre pays dans les 12 prochains mois. Alors, quand on pose cette question dans les 12 prochains mois, on se rapproche d'une question sur les flux, non plus sur les stocks. Et ça, c'est important techniquement. Et donc, fatalement, les chiffres vont baisser rien que pour ça. Et cette question-là, elle est posée uniquement pour ceux qui aimeraient quitter leur pays. C'est une question qui est conditionnelle. Ceux qui ont dit oui, dans l'idéal, si j'en avais l'occasion, j'aimerais émigrer, on leur demande, mais alors, est-ce que vous avez l'intention, est-ce que vous projetez de le faire dans les 12 prochains mois? Et là, il y a 10% des 15% qui disent oui.
Donc ça fait plus que 1,5% de la population mondiale. 15% disent oui, dans l'idéal, j'aimerais bien migrer. Ah oui, mais dans les 12 prochains mois, là, il n'y en a plus que 1,5%. Et puis, il y a une question suivante, qui est encore plus rude, sur les préparatifs qu'on pose à ceux qui ont répondu oui à la question précédente. Have you made any preparation for this move? Est-ce que vous avez entamé des préparatifs pour ce déménagement? Donc, c'est uniquement posé à ceux qui ont un plan pour un projet à 12 mois. Et il y a un tiers des 1,5% qui ont dit oui, j'ai commencé mes préparatifs. Un tiers de 1,5%, c'est 0,5%. Donc, au total, le magnifique indicateur de migration potentielle de Gallup, qui est publié régulièrement, qui fait les unes des journaux, qui nous rend compte de l'Afrique subsaharienne. Mais finalement, quand on dit, bon, mais c'est sérieux, vous allez faire ça dans les 12 mois, et vous avez commencé à faire des préparatifs, il n'y a plus que 0,5% de la population mondiale qui dit oui. Donc ça veut dire qu'il y a non seulement loin du désir à la réalité, mais qu'il y a même loin du désir au projet. Hein, puisque du désir au projet, déjà, on ne garde plus qu'un dixième des personnes. Donc, vous voyez, ces questions gigognes, là, sont intéressantes. Sur le plan technique, évidemment, l'effondrement des chiffres d'une question à l'autre, quand on passe du désir latent à la formation des projets pour les 12 mois qui viennent, ça tient évidemment aussi au fait qu'on passe finalement, en fin de compte, d'une analyse de stock, il y a du désir latent en stock, à une donnée de flux, c'est-à-dire on passe du vaste réservoir des désirs au flux annuel des intentions fermes. Il est difficile donc d'estimer l'ampleur du flux des nouveaux migrants qui se mettent en mouvement chaque année. Oui, parce qu'on pourrait se dire, mais alors comparons donc ce chiffre au pourcentage de gens qui chaque année migrent. Hein. Je vous ai toujours dit qu'il y avait 260 millions de migrants dans le monde actuellement, mais on ne connaît pas très bien le nombre de personnes qui s'engagent dans une nouvelle migration année après année, parce que ces données de départ, de flux, il y a une quarantaine de pays dans le monde qui ne les ont pas, dont la France. Et donc on est obligé de faire des estimations, et ce que font les chercheurs, c'est de faire des coupes à intervalles réguliers dans la statistique des stocks pour essayer d'en déduire des flux. Hein. Quelque chose qui peut se faire techniquement. Il y a une tentative récente, celle de Guy Abel, c'est un Anglais, et il estime que finalement les nouveaux migrants représentent chaque année dans le monde à peu près 40 millions de personnes. Et 40 millions de personnes, c'est 0,5% de la population mondiale. Donc là, les gens qui s'apprêtent à migrer, qui ont commencé les préparatifs pour migrer dans les 12 mois, selon Gallup, ça correspond effectivement au flux annuel des nouveaux migrants qu'on a chaque année. Donc vous voyez que le réalisme de la question devient réaliste quand évidemment, on la pose. Ça veut quand même dire que les questionnaires, c'est très important de réfléchir à leur formulation. C'est une donnée évidemment fondamentale. Trop souvent, on oublie qu'il suffirait parfois d'ajouter quelques indications un peu concrètes pour que, voilà, je pense par exemple à toutes ces questions sur la réputation des institutions. Qu'est-ce que vous pensez de l'école, de l'armée, de la justice, etc. Eh bien, il y a un écart considérable entre la réponse à ces questions-là, qui en général sont très négatives, à bon, mais votre collège et vous avez eu affaire à la justice, comment ça s'est passé, etc., etc. Et là, quand on pose des questions concrètes sur ce qu'on a vraiment expérimenté, les taux de rejet, de refus des institutions baissent considérablement. Donc, l'expérience directe, concrète, c'est autre chose qu'une idée générale qui, elle, est très informée par le débat public, par les médias, etc. Alors, quel sens donner en fin de compte à l'indicateur de migration potentielle construit par l'enquête mondiale de l'Institut Gallup? Eh bien, au fond, il mesure l'image positive attachée à certains pays phares, à commencer par les États-Unis, qui focalisent à eux seuls 21% des désirs de migration exprimés de par le monde. C'est suivi du Canada et de l'Allemagne, 6% des désirs. De la France et de l'Australie, 5% des désirs mondiaux de migration dans la première question sont dirigés vers la France. C'est plus que la Grande-Bretagne, 4%. Bon, mais enfin, dans cet ensemble, la France occupe une place à peu près proportionnelle à son poids dans les grandes démocraties occidentales libérales, alors que l'Australie et le Canada, 6%, exercent sur les cerveaux un pouvoir d'attraction qui excède largement leur poids démographique. Ça, c'est évidemment intéressant. Et on note par ailleurs
que le référendum favorable au Brexit, survenu donc en juin 2016, a fait chuter de 18% le nombre de personnes aspirant idéalement à vivre en Grande-Bretagne. Mais le rêve de migration capté par Gallup, c'est avant tout une mesure de l'insatisfaction profonde éprouvée par les populations à l'égard de la situation de leur propre pays. Les quelques pays où plus de la moitié des adultes, les pays que plus de la moitié des adultes souhaiteraient abandonner, sont des pays en détresse. En tête, vous avez la Sierra Leone. 71% des habitants de la Sierra Leone aimeraient bien vivre ailleurs. Le Libéria, 66%, Haïti, 63%, l'Albanie, 60%. Alors ça, c'est un des gros problèmes, une grosse intrigue. Que se passe-t-il en Albanie? Toutes ces vendettas à répétition, une justice incapable de faire régner la justice ou l'ordre, etc. Le fait que les Albanais sont encore si nombreux à chercher à migrer et à présenter des demandes d'asile, ça intrigue beaucoup. L'Albanie fait partie des pays où les adultes souhaiteraient abandonner le plus. Le Salvador, 52%, le Congo, Kinshasa, 50%, et puis très proche derrière, dans la zone des 49 à 46% d'adultes souhaitant quitter le pays, vous trouvez le Ghana, la République dominicaine, le Nigeria, l'Arménie, le Honduras, la Syrie. Vous voyez que la Syrie, malgré sa guerre civile, n'est que là en quelque sorte, et le Kosovo. Alors évidemment, franchement, on peut nourrir quand même des doutes sur la capacité de l'Institut Gallup à mener des enquêtes représentatives fiables, face à face ou en ligne, dans des territoires qui sont dévastés par la guerre civile, qui sont dévastés par la violence étatique, la violence privée, la corruption, les exactions de toutes sortes, la ruine des institutions, les catastrophes naturelles comme Haïti, chacun de ces facteurs, évidemment, pouvant exacerber l'expression des autres. Donc, je ne sais pas trop comment Gallup fait pour faire des enquêtes dans de tels environnements. Enfin, il faut s'attacher au profil général des résultats plus qu'aux détails par pays. Et l'indicateur de migration potentielle de Gallup nous montre, à contrario, que le désir de migrer exprime un jugement plus qu'une volonté, un diagnostic plus qu'un projet. Et ce jugement est relatif au cadre national de référence nationale ou régionale au sens des régions du monde. Dans la vague d'enquêtes menée autour de l'an 2010, l'Italie se situe encore dans la moyenne européenne des aspirations à migrer, autour de 20% d'adultes. Est-ce un hasard si elle a grimpé à 33%, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après l'enlisement de la grande coalition de centre-gauche menée par Enrico Letta, on ne s'en souvient plus, en 2014, puis l'échec du gouvernement Renzi en 2016. Il faudrait évidemment mener une étude plus précise pour tester ce genre d'hypothèse liant la montée du sentiment de défection, ou si on préfère le désamour à l'égard de son propre pays, à l'absence de perspectives sociologiques crédibles. Ce qu'on soupçonne plus sûrement, en revanche, c'est que le haut niveau des aspirations à migrer, observable chez les Européens de l'Est, mais aussi les Européens de l'Ouest, atteste le rêve d'une alternative, changer de pays puisqu'on ne peut pas changer le pays. Et dans la triade des options conceptualisées en son temps par Albert Hirschman, exit, voice et loyalty, c'est-à-dire partir, protester en restant sur place ou se tenir à carreau. Eh bien, le rêve de l'exil volontaire, évidemment, semble être une forme minimale de voice, de protestation, qui emprunte un peu de frais le langage de l'exit. C'est ça qui rend l'analyse un peu difficile, puisqu'en réalité, le début du passage à l'acte, la préparation effective du départ, s'observe en moyenne chez un rêveur sur 30, 0,5% des adultes par rapport à 15%. Donc il ne s'agit même pas de voter avec ses pieds pour contester l'état insupportable du pays, mais d'imaginer que ce serait tellement bien de pouvoir voter avec ses pieds. Donc la migration est un comportement fortement et sévèrement sélectif. Et quand on compare les probabilités d'émigrer depuis diverses régions du monde, on s'aperçoit qu'elles ne s'étagent pas de la même façon que les rêves de migration. Et c'est là que je voulais en venir. Si les aspirations sont au plus haut niveau en Afrique subsaharienne, comparées au reste du monde, parce qu'on a conscience que la situation n'est pas normale, mais les taux d'émigration observés, même dûment majorés pour tenir compte de la migration illégale, sont très en deçà. Ce n'est pas un tiers des subsahariens qui émigrent, mais aux alentours de 3%, soit 10 fois moins. En revanche,
les rêves de migration des habitants d'Europe orientale tendent à se rapprocher des taux d'immigration effectifs. À l'heure actuelle, et je l'ai déjà dit, je crois, la dernière fois, 22% de la population des Balkans anciennement communistes, Roumanie, Serbie, Kosovo, etc., vivent à l'étranger, illustrant le fait que les pays en cours de développement ont à la fois de fortes aspirations à migrer et de plus en plus les moyens de les combler. Merci beaucoup pour votre attention.